Elle approfondit l'astrologie uranienne d'Alfred White, dont elle a dirigé la traduction du répertoire allemand il y a quelques années, et élabore avec André van der Linden, le concepteur du logiciel Zodiac, un programme spécifique à l'astrologie uranienne baptisé Uranus. Vous avez d'ailleurs, au fond de la salle, vous pourrez vous renseigner sur ce logiciel, c'est bien ça, hein, voilà, là-bas dans le petit coin, là, voilà. En consultation, elle utilise des techniques de toutes les astrologies et affectionne particulièrement l'astrologie horaire. Fabienne consulte, donne des cours aux débutants et propose des séminaires pointus ou approfondit des sujets spécifiques pour astrologues confirmés. Elle rédige des petites fiches techniques dans la rubrique Trucs et astuces des news du CBSIA et écrit des articles que l'on peut trouver sur son site astrologie-rea.bi. Enfin, si vous voulez les coordonnées de ces sites, il n'y a pas de souci, on vous les donnera par la suite. Et édite un bulletin astral mensuel, reflétant les tendances du cycle solilunaire au niveau individuel et collectif pour la Belgique, mais aussi au niveau personnel, en le superposant au thème natal, ça faisait longtemps qu'il ne m'en faisait pas celui-là, au thème natal de toute personne intéressée. Et alors, ne le répétez pas, mais on m'a rapporté que Fabienne possède de nombreuses cordes à son arc, et je vais vous en dévoiler une. Spécialiste de la nourriture biologique, elle peut vous établir un menu, le cuisiner ou le servir, en tenant compte de votre thème astrologique, de votre tempérament. Avec Fabienne, l'astrologie est dans votre assiette. Mais au menu d'aujourd'hui, présentation d'un plat extraordinaire, avec comme ingrédient de base la Lune qui a rendez-vous avec le Soleil. Certes, pas dans la conception d'un nouveau plat, mais dans celui d'un nouveau bébé. Fabienne va nous parler de fécondité astrale, des enfants et la méthode Jonas. Je lui passe le micro. Voilà, alors, la méthode Jonas, nous allons d'abord commencer par présenter le personnage, parce que c'est quelqu'un d'assez mystérieux. Sincèrement, il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais qu'il était mort. Mais en faisant quelques petites recherches, je me suis rendu compte qu'il était bien vivant, mais qu'il était un peu insaisissable, et nous verrons peut-être un peu pourquoi. Donc on va commencer par une courte biographie de ce personnage. Donc voici... J'étais un homme mystérieux, hein, il se cache vraiment, donc voilà. Donc ça c'est Eugène Jonas. C'est un personnage qui a fait des études de médecine à Bratislava. Il a fait une spécialisation ensuite en psychiatrie à Prague. Et il a travaillé notamment dans un cycle de recherche concernant le contrôle des natalités. Il est féru d'astronomie et d'astrologie. Et évidemment traditionnel, donc il lit beaucoup, et il tombe un jour sur un ancien texte babylonien ou assyrien, enfin voilà, je ne sais pas trop bien, c'est tellement vieux, et il s'intéresse à ça, et il est assez interpellé par une phrase qui va être déterminante pour carrément sa destinée, on peut le dire carrément. Cette phrase, c'est la fertilité des femmes est fonction des phases lunaires. Alors ça l'interpelle, et comme c'est apparemment un très bon astrologue, il fait des recherches, et comme il travaille sur le contrôle des naissances, il a évidemment accès à des bases de données, il travaille dans les hôpitaux, avec les gynécologues et tout ça, donc il commence à demander les cartes natales de tous les patients, et il commence un petit peu à faire des recherches, des recroisements. Et il va sortir sa première thèse, pas n'importe quand. Il va la sortir le 15 août 1956. Le 15 août, c'est la fête de Marie. Et comme c'est un catholique fervent pratiquant, il va dédier sa première thèse à Marie.
Et voici le sigle. Donc, sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de centres du Dr Jonas, mais les officiels, ils ont ce sigle-là, comme vous voyez, c'est Maria. Et donc, voilà. Donc, il a demandé la bénédiction du pape, il l'a obtenu en 1997 et encore récemment le 28 février 2012. Il a été nominé 2 fois, donc on ne le connaît pas, hein, mais bon, il a été nominé 2 fois pour le prix Nobel, la première fois en 1997, je pense, par les Américains, et encore récemment en 2000 par les scientifiques argentins pour son travail. Bon, il n'a jamais eu le prix Nobel, mais il a été nominé. Il a en fait 50 ans actuellement d'expérience par rapport à sa méthode, et cette méthode s'avère en tous les cas efficace à 98%. Donc, avec les années, ça ne déroge pas. 98. Ah oui, 98. Alors, il est né donc en Slovaquie, donc à Nové Zámky, le 6 novembre 1928, à 6 h du matin. Son heure de naissance est exacte, je vais contrôler. Et nous allons voir sa carte. Il est donc Scorpion, ascendant Scorpion, et comme vous voyez, il a le soleil conjoint à la lune noire. Donc c'est bien un personnage qu'on ne voit pas, on ne sait vraiment pas où il est, on ne sait pas le situer, on dit qu'il est en Australie, il peut être en Slovaquie, bon, on ne le voit pas beaucoup, mais je suis parvenue sur un site japonais à avoir une photo de sa petite famille, parce qu'en fait il a 10 enfants. Voilà, et cette photo date de 2002. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Sa méthode permet de déjouer donc les pseudo-stérilités, on verra ce que c'est. Elle permet de choisir le sexe de l'enfant. Elle permet d'assurer des grossesses à terme à des femmes qui ont des antécédents de fausses couches. Elle permet d'éliminer les malformations congénitales et des retards mentaux. Et elle permet d'assurer une méthode de contraception naturelle sans danger et morale par rapport aux religions. Les fondements au niveau astrologique. La période de fécondité est liée à la répétition de l'an fait entre, désolé, mais là on a un souci, c'est le soleil et la lune, on n'a pas la police apparemment, donc désolé. Donc fait entre le soleil et la lune au moment de la naissance. Le sexe de l'enfant dépend de la position du signe au moment de la conception, et on verra que c'est un moment bien particulier. C'est de la lune, oui, donc là, désolé. Alors, la viabilité de l'embryon peut être affectée évidemment par certaines configurations planétaires. Donc ça, c'est les fondements astrologiques que l'on va développer. Au niveau du principe, la conception est donc fonction de 2 cycles distincts qui doivent coïncider. Le premier, c'est du cycle d'ovulation biologique, donc que j'ai abrévié en OV pour avoir plus de facilité. Il est fonction évidemment du cycle menstruel et du cycle d'ovulation astrologique, que on verra en fait, c'est l'écart solilinaire de la naissance, qui est fonction donc du cycle solilinaire. Alors le postulat principal, c'est très simple, pour qu'il y ait fécondation, l'ovulation biologique doit tomber exactement le même jour que se refait dans le ciel l'écart solilunaire qu'il y avait à la naissance. Voilà. Premier cas de figure, donc je vais vous expliquer ça avec les dessins. Premier cas de figure, l'axe solilunaire est situé entre 0 degré et 15 degrés. On est dans le cas évidemment de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et évidemment, dans ce cas-là, il y a mensuellement une seule période de fécondation qui est possible. On va voir ça par un dessin. Imaginons au-dessus, c'est la conjonction Soleil-Lune, désolé. Nous avons donc cette zone de plus 15 à moins 15, enfin moins 15 à plus 15. Si on se situe à la pleine Lune, je l'ai représenté en Cancer. Là, on est donc en opposition Soleil-Lune, entre moins 65 et plus 65. À ce moment-là, tous les écarts solilunaires de cette zone, pas seulement en opposition, hein, donc soit au-dessus quand on est dans le cas d'une conjonction, ou en dessous quand on est dans le cas d'une opposition. Donc on voit bien qu'il n'y a qu'une zone de 30 degrés de fécondité. La Lune a un pas journalier qui varie entre 12 et 15 degrés, donc on a 2 jours et demi
de période de fécondité pour les femmes qui sont nées à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Deuxième cas de figure, nous avons un écart solilunaire qui est supérieur à 15 degrés. Là, nous avons deux possibilités de fécondation mensuelle dans ces cas-là. Par le dessin, imaginons notre soleil dans le Capricorne tout au-dessus. Si on part de l'angle à partir de l'angle de plus 16 degrés, donc si la Lune serait située là jusqu'à plus 64, parce qu'après on rentre dans la phase de la pleine Lune, dans cette zone-là, où après la pleine Lune, donc de moins 64 jusqu'à moins 16, tous les aspects, les écarts solilunaires qui sont dans ces zones-là ont deux possibilités mensuelles de fécondation. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, les plus éloignées, ce sont celles du premier quartier de Lune et du deuxième quartier de Lune. C'est le plus éloigné parce qu'après, ça commence à décroître. Donc, il y a en fait deux aspects possibles. Donc, l'axe solilunaire peut se faire soit dans le cycle croissant, mais il est aussi valable dans le cycle décroissant. Bon, ce n'est pas la même position de la Lune par rapport au Soleil, mais l'angle est là. Donc il y a deux possibilités. Maintenant, il faut savoir que dans le cycle décroissant, d'après les études du Dr Jonas, les fécondations qui ont lieu à ce moment-là sont beaucoup plus susceptibles de subir un avortement spontané. Donc, bon voilà, il faut savoir. Il faut aussi savoir qu'il y a des zones à risque, parce que quand on voit ce schéma, quand on est dans les 45 premiers degrés, donc dans le semi-carré au-dessus de chaque côté, le semi-carré 45 degrés, ça représente 90 degrés. Mais les personnes qui ont ça dans leur terre, elles ont une période de fécondité très importante. Donc la Lune, pour faire 90 degrés, la Lune, elle va traverser 3 signes. Donc elle va mettre 2 jours et demi pour un signe, donc elle va mettre 2,5 fois 3, ça fait 7,5, plus les jours d'avant et les jours d'après. Donc elles ont des longues périodes de fécondité. Ce qui peut poser un problème pour les personnes qui veulent faire de la contraception dans ce cas-là. Surtout qu'en plus elles sont plus fécondes, puisqu'elles ont plus de chance. Donc là, c'est plus à risque. Il faut vraiment bien calculer son coût. Et c'est idem pour les périodes de pleine lune, de la pleine lune, et des femmes qui sont nées à la pleine lune, par rapport au sesquicarré et au quinze. Maintenant, il faut quand même un petit peu bien se mettre dans le cycle du Soleil, indépendamment de ça, du Soleil lunaire. Vous savez que par rapport à la vie, tout ce qui est vivant, quand on est en conjonction à la nouvelle lune, l'énergie est... Il n'y a pas de lune, c'est la lune noire, donc les énergies sont au repos. Quand on doit se faire opérer, il vaut mieux se faire opérer auprès d'une nouvelle lune. Parce qu'il y a moins de chances d'avoir des hémorragies ou des infections qui pourraient se développer de façon plus importante. Donc, quand on commence à aller vers le premier quartier, l'énergie de la vie est en augmentation jusqu'à la pleine lune. À la pleine lune, ça va en descendant et on retourne à la nouvelle lune où de nouveau les énergies vitales diminuent. Donc, quelque part, c'est important aussi d'avoir en tête ce cycle-là par rapport au cycle de la femme qui vient se mettre là-dessus. Et c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Parce que quand on est dans la phase où la vie est beaucoup plus, on va dire, dans sa phase décroissante, et si on est en période d'ovulation là, ben, il peut y avoir des avortements spontanés ou des problèmes. Voilà, donc c'est pas si simple que ça, c'est même très pointu. Au niveau pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'écart solilunaire, qui est en fait ce qu'on appelle l'ovulation astrologique. On peut le faire, on le fera de deux manières. Alors dans les programmes pour l'attendant où il se trouve ces calculs de la méthode Jonas, vous n'allez jamais trouver qu'un tableau. Et c'est une grosse erreur, parce que les gens, comme je viens de l'expliquer, qui peuvent avoir une fécondation 2 par mois, qui sont donc au-delà de la nouvelle lune et de la pleine lune, ben, ils ont 2 dates. Parce que bon, bien sûr, leur date, l'aspect de leur terme est là, ça va être meilleur, mais c'est possible aussi de l'autre côté. Donc il faut avoir ces deux dates. Et dans le programme de Zodiac, André Van der Linden, il vient de le rajouter. Donc on verra qu'il faut 2 dates. Et où là, vous voyez, ce sont les, parce que beaucoup ont demandé dans le programme Zodiac, ce sont les roues du programme Zodiac. Oui, tous les tableaux qui apparaissent et les thèmes que l'on va voir, c'est le Zodiac. Vous en avez l'application là. Alors, pour calculer l'écart solilunaire,
On le fait donc de deux façons parce qu'on doit avoir les deux angles. Donc on va le faire en sens direct, c'est-à-dire, bon, il y a deux façons de voir. Hein. Le sens direct, c'est du soleil à la lune dans le sens des signes. Et le sens converse, soit on dit de la lune au soleil dans le sens des signes, ou on dit du soleil à la lune dans le sens inverse des signes. Donc vous faites ce qui est plus facile pour vous. Alors, on va ensuite établir le calendrier de ces fameuses ovulations astrologiques pour 1 an. On va demander à l'informatique de le faire. Hein. Et qu'est-ce que c'est? C'est de repérer les jours et les heures GMT. Attention, dans les programmes, c'est toujours les heures GMT, donc il faut les rendre en local, si on veut s'en servir convenablement. Hein, et donc, tous les mois, quand les aspects se refont. Ensuite, on va vérifier la coïncidence de l'ovulation biologique de la patiente ou de la consultante par rapport à cette ovulation astrologique, et elles doivent coïncider. Au plus elles coïncident, au plus il peut y avoir conception. En fait, pour ça, on prend la date du début des menstruations plus 14 jours. Enfin, ça, je pense que tout le monde le sait. Alors, deux cas de figure. Si ça coïncide, il n'y a pas de problème. La personne, elle peut concevoir, elle ne vient même pas vous consulter, elle n'a pas besoin. Donc, si elle veut faire de la contraception, là, elle vient vous voir, parce que là, il faut faire quelque chose. Ou alors, les deux dates ne coïncident pas du tout, et voilà, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle un cas de pseudo-stérilité. C'est pas une stérilité, c'est un décalage qu'on sait corriger, donc c'est une pseudo-stérilité, et il faut savoir qu'il y a 40% des femmes qui sont dans ce cas-là. Il y a beaucoup de femmes qui font plein de choses et qui vont chez les médecins, et alors qu'il suffit peut-être simplement, si tout fonctionne bien au niveau physiologique, simplement de recadrer ce cycle convenablement. Voilà. C'est pas difficile à faire. Non, non. Alors, il y a deux possibilités. Soit la personne veut concevoir, elle n'a pas de coïncidence dans ses ovulations biologiques et avec l'ovulation astrologique. Il faut rétablir cette coïncidence. Pour ça, on lui fait prendre la pilule contraceptive pendant 2 mois, plus le nombre de jours d'écart qu'il y a entre ces dates d'ovulation biologique par rapport à l'astrologie. Ensuite, on contrôle la stabilité du cycle pendant 4 mois. Parce qu'il faut être... C'est comme ça, c'est le docteur Jonas qui l'a déterminé. Hein. Et on prévoit, alors là, on prévoit la conception, donc moins 3 jours à plus 2 jours. Alors, la théorie, l'ovule vit 48 heures. Le spermatozoïde, ça, c'est une autre histoire, c'est 3, 4 jours ou même plus. Ça, et même parfois, 1 mois, il y a des cas extrêmes, mais c'est pourtant arrivé. Donc, on serait tenté de dire la date de l'ovulation. Donc, si on veut être sûr, il faut la viabilité du spermatozoïde, on va dire 3 jours, 2 jours avant. Et en tous les cas, pas au-delà de 2 jours après, parce que l'ovule, il est mort. Donc, si vous faites l'ovulation plus 2 jours, plus 3 jours, ça vous fait 6 jours. Hein, 3 plus 1 plus 2, ça fait 6. Mais, au plus l'écart est important entre la conception, si elle ne se fait pas vraiment à la date de la coïncidence même, donc si elle s'en écarte, eh ben, on constate qu'il y a des prématurés à ce moment-là, ou carrément des avortements spontanés. Donc moi, je préfère dire pour être sûr, de prévoir la conception de J-1 à J+2. Voilà. Et puis pour le sexe aussi, parce que... On y arrive. Si on veut choisir le sexe de l'enfant, alors si le couple veut une fille, il faut que la lune se trouve dans un signe pour une fille, donc féminin, donc taureau, c'est tous les signes féminins, hein, désolé. Donc voilà. Disons, mais à 12 heures après le rapport sexuel. Ça, les gens ne savent pas. Parce qu'il faut, au spermatozoïde, si ça se fait de façon naturelle, il lui faut 12 heures pour arriver jusqu'à l'ovule. Donc, on doit tenir compte de rapport. Bon, si c'est dans une journée, la lune, elle fait 2 jours et demi dans un signe, bon, pas de problème, mais si elle est juste dans le changement d'un mot, voilà. Donc, il faut vraiment tenir compte de ce facteur-là. Si on veut si le couple veut un garçon, évidemment, c'est le même principe. La lune doit être dans les signes masculins. Voilà. Alors, si c'est l'inverse, si on veut se retrouver dans un cas de contraception, à ce moment-là, et que la personne a une coïncidence entre ces 2 ovulations, biologiques et astrologiques, là, il y a un souci, il faut la décaler.
C'est le même principe, on lui fait prendre la pilule pendant 2 mois, mais là, plus 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que le cycle à demi-cycle, c'est 14 jours, le carré se trouve à 7 jours, pour décaler au maximum, c'est 7 jours. Ça, je pense que, voilà. Donc, et alors, très important, il faut lui dire à cette femme qu'elle doit contrôler tous les mois qu'elle a bien cet écart reste bien important. L'idéal pour la stérilité, la pseudo-stérilité, c'est que le début des menstruations coïncide avec l'ovulation astrologique. Alors là, on est en sécurité. Mais il faut faire attention, hein, le stress, les voyages, un choc émotionnel, ça fait dévier le cycle. Donc on ne dit pas, ouais, chouette, ça continue, et puis non, ça t'a contrôlé tous les mois. Et quand les dates se rapprochent, la personne, elle reprend la pilule pendant 2 mois pour remettre son cycle en désaccord, on va dire ça comme ça. Un exemple. Alors, c'est une grossesse qui s'est passée en 2003, une dame de 44 ans. Voici son thème, donc les thèmes de zodiaque. Voilà le thème. Nous allons faire donc la pratique, c'est-à-dire nous allons calculer son arc solilulaire. On part du sol, de la Lune. La Lune est à 10 degrés 59 en Gémeaux et le Soleil à 13 degrés 8 en Vierge. L'écart direct va du Soleil dans le sens des signes jusqu'à la Lune et il fait 267 degrés 51. On est dans le cas, enfin je fais une petite remarque, on est dans le cas donc évidemment d'un dernier quartier. Si on prend après la valeur de l'arc solilunaire convexe, donc si je pars de la Lune vers le Soleil, j'ai 92 degrés 9. Ces 2 valeurs, je les retiens, ce sont les 2 angles qu'il faut, enfin, solilune, c'est la distance qu'il doit avoir entre ces 2 distances entre le Soleil et la Lune pour pouvoir concevoir pour cette femme-là. Donc, soit 92,09, soit 267,51. À regarder si son cycle naturel, biologique, coïncide avec les dates qui correspondent à ces deux distances. Donc nous allons maintenant calculer le calendrier annuel de l'année 2003 pour cette personne. La conception a eu lieu au mois de juillet. On prend l'angle de 267,51, donc on est dans l'écart direct. Et au mois de juillet, il y a une ovulation astrologique qui se fait à 2h20 du matin GMT, le 21 juillet. On regarde au niveau de son angle de 92 degrés 8, à ce moment-là, donc dans l'écart convexe, c'est le 7 juillet. À 6h22 du matin, GMT. J'insiste, parce qu'il faut vraiment en local, il faut faire la correspondance. La conception a eu lieu le 21 juillet 2003. Donc on va regarder ce terme de conception. Voilà. Et on va un petit peu l'analyser, parce que c'est pas tout de donner à la consultante les dates d'ovulation, lui expliquer tout ça, c'est très simple, c'est chouette et tout. Mais si la dame, il faut quand même un petit peu analyser ce que dit son thème par rapport à la conception. Et bon, il y a des moments où il peut y avoir des fausses couches, ou des problèmes, ou même des malformations. Alors avec les outils que nous avons, les connaissances que nous avons, c'est un peu fort. Il faut vraiment analyser ça un peu plus loin, et c'est intéressant d'aller voir, et c'est ce que fait le docteur Jonas. Donc, alors, on a le thème de conception, la Lune est en Bélier. On est en signe masculin. On a dit, le signe où la Lune se trouve dans le thème de conception peut déterminer le sexe de l'enfant. On est déjà en signe masculin. Cette Lune est en trigone à Jupiter, qui lui-même est conjoint à Mercure. En Lion, on est de nouveau dans un signe masculin. Et pourquoi Mercure est important, même si la conjonction est écartée? On part pour faire l'analyse d'un thème de conception, on prend les significateurs généraux. Donc la Lune, Jupiter représente les enfants aussi, mais Mercure multiplie dans la tradition ce qu'il touche. Donc il y a possibilité que ce soit des jumeaux masculins. Voilà. Nous allons voir si dans la suite de l'analyse ça se confirme. C'est pas parce qu'on le voit une fois que... Bon. Ensuite, nous avons la part de fortune à la maison 5, qui coïncide parfaitement par tilement. Donc voilà, on va aller voir
où tombe, parce qu'elle est quand même importante, elle tombe vraiment de façon partile sur la maison 5, hein, on est quand même dans une conception. On va voir dans le thème natal de cette dame où tombe cette fameuse part de fortune. Dans son thème natal, elle tombe à l'ascendant. Et elle est en trigone avec la lune qui est en Gémeaux. Et ce trigone est parti. 10 degrés 40, si je me souviens bien, et 10 degrés 59 avec la lune. Donc, au niveau de la conception, ça indique que ça se passe bien. Voilà. Ensuite, on va regarder les aspects, parce que bon, on regarde ce qui est bon, et puis on va voir si c'est pas quelque chose d'un peu moins amusant sur le thème. Donc, cette fameuse lune, elle est aussi en carré à Vénus, qui est maître de 12 et qui est maître de 5. Bon, Vénus, bon, je ne suis pas méchante, mais enfin, c'est quand même en carré, donc ça coince un peu. En plus, elle est en semi-carré avec Mars, qui est maître de 11. Ça, c'est moins bien. Parce que dans la structure d'Hermès, si vous connaissez la loi, la règle, quand on a le Soleil ou la Lune qui est en conjonction, en opposition surtout, mais quand même en très mauvais aspect, avec Mars ou avec Saturne, eh ben, c'est pas bon, ça peut donner des malformations ou des problèmes à l'enfant, ou voilà. Donc, quelque part, là, c'est pas trop bon. Alors, si vous faites un peu de révolution solaire et que vous connaissez Paolo Siro, un Italien, qui est spécialisé dans les révolutions solaires, il donne souvent une connotation mortifère à la maison 11, et je constate qu'il a raison, dans le sens que la maison 11, c'est l'avenir des projets, ça peut être la mort enfin, la mort de ce qu'on... Oui, ou la mort tout court. Donc il y a un lien. En plus, pourquoi Saturne et Mars sont nocifs? Parce que bon, les deux astres de la vie, c'est le Soleil, planète chaude et humide, enfin chaude et sèche, avec la Lune qui est froide et humide, avec un équilibre entre les deux. Et si vous avez une blessure de Saturne, ça vous met dans du froid sec. Donc ça pue la vie. Et Mars, ça vous met dans du chaud sec, ça pue la vie aussi. Donc ça, c'est pas trop bon. Ensuite, si on va aller voir maintenant, cette lune, qui est à 25 degrés 48 dans le thème de conception, où il tombe dans le thème natal. Il faut toujours faire des allers-retours entre les cartes et le thème natal. Et là, on voit que cette lune tombe dans la maison 8 sur la lune, la lune noire, enfin, moi j'utilise la vraie, hein, bon, voilà, et elle est d'une conjonction assez serrée. Alors ça s'annonce pas tellement bien non plus au niveau de soit d'état mental ou bien des c'est plus psychologique que physique. Hein. Elle a 44 ans, la dame, donc elle arrive tout doucement vers la limite. Bon. Donc, voilà, on retient tout ça, on se dit oula. Bah, on irait pas peut-être faire un petit tour du côté de CARS. Alors, l'ARS, la date de naissance, c'est une personne qui est née en automne. L'ARS de conception, c'est l'ARS de 2002. Oui, donc c'est vrai qu'on peut voir aussi que Pluton, mais ça on le verra, parce que toutes les cartes, Pluton ne bouge pas vite, toutes les cartes, Pluton va tomber en natal sur le Saturne, qui est conjoint au fond du ciel de la carte natale et qui est maître de 5. Et on verra comment il est aspecté à la fin. Voilà. Donc, ça, on va essayer de le retenir. On va regarder maintenant les révolutions solaires. Donc, celle de conception donc, qui court, c'est l'année 2002. Voilà la RS. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un amas planétaire en 5. Alors, dans la RS, c'est pas le signe de la Lune, bon ça peut donner un indice parce qu'ici ce sera le cas, mais c'est pas, dans la RS, le sexe de l'enfant c'est surtout déterminé par les planètes qui sont présentes en 5. Enfin bon, alors là on a, enfin, Mercure, on avait un amas planétaire en 5, mais on a notre Mars là qui est pile poil, enfin, pardon, partile, à la cuspide de 5. On a le Soleil, donc dans l'année c'est important, c'est une maison importante, mais elle est montrée par le Soleil, hein, bon il y a une conception d'enfant, et on a de nouveau Mercure. N'en aurait-il pas deux, hein, bon. Donc on voit encore que c'est possible que ce soit un garçon, parce que c'est Mars sur la cuspide. Et très sincèrement, dans mon expérience, chaque fois qu'il y a eu un Mars partile sur la cuspide de 5, c'est des garçons. Bon. Alors, même que le signe est en Vierge, c'est féminin, hein, comme signe. Par contre, la Lune est en Lion, donc enfin on verra après.
Mercure est en sextile à Jupiter conjoint aussi de façon partile à la cuspide de 4. Il est en trigone à l'ascendant. Qu'est-ce qu'il a encore? Ça, c'est pour le côté positif, mais bon, il est aussi sesquicarré à Uranus, qui est en 10. Et ça indique que la personne, elle ne s'attendait pas du tout, c'est pas voulu, quoi. Bon, on lui a appris qu'elle était enceinte. Ah, à 44 ans. Voilà. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu où tombe cette fameuse cuspide de 5 avec Mars et la Lune, qui est à côté. Alors, d'abord, Mars, il tombe dans le thème natal sur Pluton, qui est en 12. Et la Lune tombe sur la cuspide de 12, conjoint à la conjonction partile de Vénus et de Mercure, dont Mercure est maître de l'ascendant et de la maison 10. Il est en carré à Mars, qui est en 9, mais qui est maître de 8. De nouveau, là, on est dans la carte de la RS, et on voit que ça ne s'annonce pas trop bien. Maintenant, la fameuse Lune à 25-44, on voit aussi qu'elle est en opposition à Uranus. Donc, la surprise, hein, donc de nouveau. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer à l'année où, en principe, cette dame doit accoucher, donc en 2003. Et là, on sort la RS. Et là, on voit que la Lune est en Capricorne, en maison 5, opposée à Saturne, qui est en 11, certainement s'il est opposé, mais en Cancer. Nous avons une réception mutuelle. Ça tue la vie, ça je peux vous le garantir. Donc là, il n'y aura pas d'accouchement, ou alors, vaut mieux qu'il n'y en ait pas, parce que, voilà. Donc là c'est clair, hein, c'est une fausse couche, hein, donc on ne sait pas. En plus, on voit que cette Lune est sesquicarrée à Jupiter, qui est maître de 5 et qui est dans l'ascendant, qui est semi-carré à Uranus-Mars, la conjonction Uranus-Mars. Et cette fameuse Lune qui est en Capricorne à 1653, dans le thème natal de la dame, tombe en 4, mais elle tombe en sesquicarré à Pluton de nouveau. Donc on a toujours un retour, Lune noire, Pluton, maison 12, maître de 8, donc ça ne s'annonce pas de choses très, très bonnes. En plus, le Pluton, il est sur la conjonction, il est en conjonction à la cuspide de 5, et on a vu tout à l'heure que Pluton, on va le revoir, dans le thème natal, il tombe sur Saturne, qui est conjoint au fond du ciel, et qui est maître de la 5. Donc ça, nous avons, dans la répétition, ça ne va pas. Voilà. Le Jupiter, il est opposé à la conjonction Mars-Uranus, donc de nouveau, c'est subitement, hein, donc on ne s'y attend pas. Et ce fameux Jupiter, on va voir où il tombe dans le thème natal. Et ce Jupiter, il tombe sur notre fameux Pluton, et de façon assez serrée. On est de nouveau dans cette... Donc vraiment, on a beau faire ce qu'on veut, là, c'est vraiment la fausse couche. Si maintenant, on dit, oui, mais bon, que se serait-il passé si elle aurait eu la coïncidence avec le cycle, dans son cas croissant, donc le carré croissant, qui se faisait le 7 du 7. Bon, ça ne s'est pas fait, mais pourquoi j'ai été curieuse, c'est parce que je me dis, mais est-ce que l'astrologie marche vraiment? Bon, j'y crois, hein, sinon je ne serais pas ici, mais je veux dire, voyons un petit peu, on va tester. Parce que vous avez vu la RS. Si elle aurait eu sa conception là, ben la RS elle n'est pas bonne. Donc si jamais cette conception là elle s'annonce bonne, il y a un problème. Alors je m'étais dit, alors là, alors on va vite regarder. Donc, on a cette fameuse lune en balance, quand même toujours de nouveau un signe, on est dans un thème de soi-disant conception, donc un signe masculin, hein, qui est en trigone à Jupiter, en maître de 5 à l'ascendant, qui est en sextile à Pluton, qui est en 5, bon, ça s'annonce plutôt bien, et puis il est en trigone à Neptune, qui est maître de 8, hein, donc ça va toujours, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de négatif, c'est que c'est de nouveau la surprise, on est de nouveau en sesquicarré avec Uranus, mais lui, il est conjoint à la cuspide de 8. Donc ce n'est pas mieux. Qu'est-ce qu'on peut voir? La fameuse lune, on va aller voir où elle tombe dans le thème natal. Elle est là, et elle est en semi-carré à Pluton, de nouveau dans la maison 12 de la personne. Donc vous voyez, ça tient la route en astrologie quand même. Bon,
Ben, je pense qu'on a fait le tour. Elle a fait une fausse couche à combien de mois Très rapidement, parce que la conception a eu lieu, on va voir après ce que ça dit dans son thème, mais la conception a eu lieu au mois de juillet et la fausse couche a été annoncée, en fait c'était bien des jumeaux, parce que la fausse couche a été annoncée par la gynécologue, parce que ça ne bougeait plus, hein, on appelle ça des œufs clairs, et elle avait bien 2, et fin septembre. Voilà. Mais bon, vous avez vu tous les aspects qu'il y avait, donc c'est très bien, la nature a bien fait les choses, parce que ça aurait été problématique, hein, de toute façon. Alors maintenant, dans le cadre de cette dame, on va les faire, je travaille un peu à l'envers, donc je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça racontait? Donc on a le maître de Saint, notre Saturne là. Qu'est-ce qu'il a comme aspect? Ben, il n'en a pas un bon, à part avec Uranus. Bon. Il a en opposition à la Lune, en carré à l'ascendant, en carré au Soleil, et en semi-carré à Jupiter, qui est maître de 4. Donc, quelque part, ce Saturne ne donne pas la vie. Hein. Il blesse le Soleil, il blesse la Lune, il blesse même la femme. C'était un premier enfant.